passe à l'espagnol et on va me traduire le français, tout simplement pour vous dire qu'il s'agit d'une série de séminaires où on parle de l'un des grands problèmes de la société, l'accès à l'innovation. L'innovation, dans la bonne connotation du terme, n'est-ce pas? Pour ce faire, nous avons établi une liste avec différents thèmes. La semaine dernière, nous avons parlé de politique de santé en France et en Colombie pour essayer de voir comment on fait face à la problématique du virus. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la licence obligatoire, une figure du droit des brevets. Enfin, je ne vais pas aller trop loin puisque nous avons deux conférencières qui vont prendre la parole certainement mieux que moi. La semaine prochaine, c'est l'accès au vaccin, des thèmes très importants. Donc, et puis, enfin, quatrième séance qui sera consacrée à réfléchir sur comment anticiper la création et l'innovation pour des futures pandémies. Pour expliquer les objectifs que nous avons avec cette série de séminaires, je vais céder la parole à Fabrice Callien, co-coordonnateur académique de Colifri. D'ailleurs, c'est l'un de ceux qui ont le plus contribué à l'organisation de ces séminaires. Fabrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ephraïn. Docteur Amélie Favreau, doctora Carolina Gómez-Muñoz, docteur Caroline Le Goffik, co-directrice de l'Institut de droit de santé de l'Institut de l'Université de Paris, chère Caroline, monsieur le professeur Daniel Scott Algara de l'Institut Pasteur, membre de Colifri France, cher Daniel, monsieur Léo Dazon, président de Colifri France qui nous accompagne aussi, cher Léo, et cher Ephraïn, qui est coordinateur de cet événement, qui est membre de Colifri France, cher Ephraïn, chers collègues, buenos días. Buenas tardes a todos. Bonjour, mesdames, messieurs. Au nom de Colifri, j'ai le plaisir de lancer cette seconde session sur ces 4 séminaires, webinaires sur santé, urgence sanitaire et vaccins dans le cadre de la Covid 2019. Je ne reviendrai pas forcément sur les propos contenus notre cher président la semaine dernière de Colifri. Mais c'était pour vous dire rappeler que Colifri est une association française et colombienne de chercheurs qui vise à promouvoir entre nos deux pays des collaborations, une coopération scientifique fructueuse. Elle a pour objectif de se porter candidat à des appels à projets français, colombiens et européens. Et c'est un des objectifs majeurs de ce webinaire, évidemment, de se socialiser, de pouvoir de se connaître, se comprendre et discuter et d'échanger nos expériences. Et sur cette thématique, je voudrais souligner que nous avons l'objectif, si on peut passer à la slide suivante, peut-être Ephraïn, pardon. Voilà, nous avons pour objectif ensuite de pouvoir nous rencontrer de façon plus formalisée, on va dire organisée différemment, puisque la virtualisation est en train de modifier nos vies, ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, ce qu'on a déjà discuté la semaine passée. Et nous avons l'ambition de pouvoir produire un livre blanc, de voir comment nous pouvons intégrer les différents panélistes, expertes et conférencières et conférenciers lors de ces webinaires, de pouvoir formaliser des collaborations internationales dans le cadre de projets de recherche internationaux avec un volet académique, avec un volet avec des entreprises et aussi des décideurs publics, afin de pouvoir se porter candidat à des appels à projets colombiens, français, binationaux, européens, voire internationaux. Et ensuite, finalement, de proposer aussi des cours ou des formations, que ce soit à des entreprises, à des étudiants, à des universités, pour que tout l'écosystème académique puisse bénéficier de nos expertises et que nous puissions apprendre chacun et l'autre lors de ces webinaires. Je tiens finalement à remercier chaleureusement au nom de Colifri, l'Institut de droit de santé de l'Université de Paris, l'INSERM, l'Institut Pasteur, qui ont été co-organisateurs de cet événement et avec qui nous nous joignons pour souligner l'effort pour l'analyse et la production scientifique. Et je passe dorénavant la parole à Caroline Le Goffik, qui va nous présenter cette seconde session de ces webinaires. Merci beaucoup, Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'animer aujourd'hui cette séance pour laquelle je me joins, Fabrice, à tes remerciements, à tous mes co-organisateurs. J'aurai l'occasion peut-être de les citer par leur nom à la fin de cette séance. Nous avons aujourd'hui un thème évidemment d'une grande actualité
avec des enjeux qui sont extrêmement importants en termes de santé publique, puisque nous allons nous intéresser à la question des traitements dans la perspective de la pandémie Covid-19, après avoir la semaine dernière présenté un peu les politiques de santé publique conduites parallèlement par la France et la Colombie. Donc aujourd'hui, parlons plutôt des traitements, des remèdes, des produits de santé, à la fois les médicaments et les vaccins. Vous avez tous entendu parler des concurrents des vaccins qu'on nous annonce pour très bientôt. Se posent derrière ces innovations, se posent plusieurs questions, notamment celle de l'accès à ces médicaments, à ces vaccins, accès pour lequel on sait que le brevet qui protège l'innovation peut parfois constituer un obstacle. Et donc, nos intervenantes nous expliqueront quelles sont les règles que les États peuvent mobiliser pour permettre justement de surmonter ces obstacles éventuels et de favoriser l'accès le plus large possible des populations concernées à ces produits de santé, à ces médicaments et ces vaccins. Naturellement, se pose également derrière la question du prix, tout est lié, et nous nous intéresserons aussi à cette question, dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir une intervention publique de nature à influer sur la détermination du prix, comment est-ce qu'on peut éviter que le titulaire du brevet n'abuse quelque part d'une position dominante dont il pourrait jouir. Voilà, je pense, quelques-unes des questions qui seront évoquées aujourd'hui par nos deux panélistes que je suis ravie d'accueillir et de vous présenter. Alors, nous allons entendre dans un premier temps le docteur Carolina Gómez Muñoz, qui est avocate de l'Université des Andes, qui est titulaire d'un master de cette université, ainsi que d'un master de l'Université de Californie à Berkeley. Elle est par ailleurs experte en politique pharmaceutique. Elle est conseillère à l'Agence sanitaire colombienne, directrice des médicaments et technologies en santé au ministère de la Santé, et elle est actuellement fondatrice et chercheure au Centre de réflexion médicaments, information et pouvoir de l'Université nationale de Colombie. Docteur Gómez, merci infiniment d'avoir accepté de participer à notre séminaire. Je dois dire que j'ai personnellement hâte de vous écouter. Je vais également vous présenter la seconde intervenante que nous entendrons dans quelques instants. Il s'agit de ma chère collègue et amie Amélie Favreau. Amélie Favreau est docteur en droit. Elle est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université Grenoble-Alpes. Elle est par ailleurs directrice adjointe du QRPI. Le QRPI est un centre de recherche, c'est le Centre universitaire d'enseignement et de recherche en propriété intellectuelle. Et Amélie Favreau est également co-directrice d'une fédération de recherche, Innovax, Innovation, Connaissance et Société. J'espère que je ne me suis pas trompée dans vos qualités respectives. Je suis donc ravie de vous écouter et je vais tout de suite donner la parole à notre première intervenante, le docteur Carolina Gómez. Bueno, hola a todos, buenos días para mí, buenas tardes para los que están en Francia. Muchísimas gracias por tous ceux qui m'écoutent en France, merci de votre invitation. Réellement, c'est un honneur pour moi que d'être ici, de travailler avec des institutions aussi importantes de la France, aussi renommées et qui représentent symboliquement autant pour le monde et pour la Colombie aussi. Merci, grand merci de m'avoir invité à participer. Ce matin, je vais d'abord partager l'écran pour vous montrer la présentation que j'ai préparée pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir?
Je vais vous parler des licences obligatoires en Colombie. La Colombie a déjà une certaine expérience à ce sujet. Surtout, je souhaiterais vous montrer pourquoi l'expérience colombienne et en général, c'est l'expérience de bien des pays avec les licences obligatoires. Oui, pourquoi est-ce que l'expérience de la Colombie justifie qu'on entre dans le débat de cette dérogation, n'est-ce pas, de PIC proposée récemment? Ce que je vais faire, c'est donc de parler du cas colombien, de choisir, retenir le cas de la Colombie pour vous montrer l'argument fort. Pourquoi? Pour que l'on sache pourquoi il ne suffit pas d'avoir les flexibilités qu'on a jusqu'à présent de la part de l'ADPIC pour faire face à la COVID. D'abord, si vous voulez, je vais vous raconter ce qui s'est passé en octobre à l'Organisation mondiale du commerce. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas au courant, peut-être il y en a parmi vous ceux qui connaissent en profondeur le thème, mais je m'adresse surtout en général. L'Organisation mondiale du commerce a souscrit un traité international dénommé l'ADPIC. Il s'agit d'un traité concernant la propriété intellectuelle et il a un caractère obligatoire pour tous les pays qui font partie de l'Organisation mondiale du commerce. Ce traité a imposé que l'on octroie des licences obligatoires à toutes les technologies en santé, médicaments, que l'on non pas licence obligatoire, des brevets. Avant ADPIC, qui date des années 90, il n'y avait pas d'obligation. Certains pays n'octroyaient pas de brevets aux médicaments ni aux technologies en santé car ils les considéraient des biens méritoires qui ne devraient pas être soumis au monopole et qu'il et il s'agissait d'une connaissance qui devait être, disons, à la portée de l'ensemble ou à la connaissance de l'ensemble de l'humanité. Après les années 90, avec l'OMC, cela a changé et tous les pays doivent octroyer ces brevets. Cela a changé en essence le panorama et le marché pharmaceutique et a mis en place un fort débat à partir des années 90 dont le sommet a été atteint avec la pandémie du VIH et maintenant avec la nouvelle pandémie pour savoir si le modèle d'innovation fondé sur les brevets en tant que modèle paradigmatique pour encourager l'innovation est correct et s'il fonctionne convenablement. C'était un débat entre le Nord global et le Sud global pendant bien des années. C'était un débat entre les pays développés et les pays en voie de développement, car ce qui est vrai, certainement, et cela fait objet de littérature, c'est que les brevets et le modèle d'innovation fondé sur les brevets ne fournit pas les solutions pour satisfaire les besoins en santé des pays en voie de développement, les solutions pour les pays pauvres. Car les brevets sont à l'origine et ont besoin d'un marché qui puisse payer, de gens pouvant payer. Donc, nous n'avons pas de solutions pour la leishmaniase, pour le malaria et pour d'autres maladies tropicales. Et c'est là un débat qui date de longtemps au sein de l'OMC, à l'OMS. Et outre le fait que cela n'encourage pas l'innovation lorsque les pays développés en ont besoin, les brevets, lorsqu'elles sont à l'origine de ce type d'innovation, c'est-à-dire lors de l'épidémie de VIH, c'est-à-dire lorsqu'on a créé les antirétroviraux, les prix étaient très élevés. Caroline en a parlé au début. C'est la question des prix et c'est une question qui a toujours été dans le débat sur l'innovation, le modèle fondé sur les brevets, là où il y a quelqu'un de privé qui est à l'origine d'une innovation et qui a un monopole pour, disons, avoir un retour sur l'investissement. Et cela lui permet donc de placer ou de mettre le prix qu'il souhaite. Il y a un monopole, c'est un monopole légal protégé par l'État. Ainsi donc, au cours des années 80-90, lorsque les antirétroviraux sont apparus, ils étaient impayables pour bien des pays appartenant au sud du monde. Lors de la pandémie, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est d'ailleurs un problème assez nouveau, enfin pas tout à fait nouveau, mais on a vu que le monopole qu'il y avait sur bon nombre de technologies en santé, peut-être ce qui a le plus touché dans la pandémie les pays en développement, c'était la carence des réactifs de diagnostic pour les tests COVID.
les pays en développé, nous avons eu à vraiment rationner et décider à quel moment ou non appliquer ces tests. C'est-à-dire, on pouvait bien vouloir faire un test, mais des fois, on s'en voyait empêcher parce qu'il y avait donc ces restrictions. Et c'était le cas dans différents pays et pour d'autres choses, les ventilateurs mécaniques, que dire? Alors, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces monopoles et aussi les secrets industriels, non seulement les brevets, mais aussi les secrets industriels qui sont aussi une autre modalité de propriété intellectuelle, sont devenus un problème pour faire face à la pandémie. Et si nous ne modifions pas cette puce, pour ainsi dire, et pour passer à un modèle plus ouvert où l'on pourra partager davantage d'informations, toutes ces créations seront des biens publics et que l'on trouvera un moyen différent pour, donner, disons, bénéficier de l'innovation. Il ne s'agit pas d'innover gratuitement. Non, il ne s'agit pas de cela. Il faut qu'ils aient des bénéfices, mais que les encouragements, il faut en trouver d'autres différents de ceux que nous avons à présent. Maintenant, si ce n'est pas lors d'une pandémie, à quel moment va-t-on repenser tout ce processus auquel on y pense depuis les années 90? C'est de ce moment-là que date ce débat. Que s'est-il passé? Eh bien, l'Inde et l'Afrique du Sud se sont dit, ils se sont adressés au monde entier. Eh bien, c'est le moment, ont-ils dit, de réfléchir à cela. Et c'est le moment peut-être de déroger pendant un certain temps, pendant une période déterminée, l'obligation pour les pays de protéger les droits de la propriété intellectuelle. Ici, si vous voyez dans la présentation que j'ai ici, je vais agrandir peut-être. Là, vous avez les parties ADPIC ce sont les sections 1, 4, 5 et 7. Fondamentalement, ce sont les chapitres sur les brevets, les secrets industriels, les marques et les droits d'auteur. Alors, l'Inde et l'Afrique du Sud ont lancé cet appel au monde au Conseil d'ADPIC. Ils ont soumis cette présentation. Le Conseil d'ADPIC, organisme au sein de l'OMC, qui débat, qui discute concernant le traité ADPIC. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, il y a eu 2 réunions. Pour la première réunion, la Colombie, lors de la première réunion, la Colombie a signalé que cela lui semblait intéressant, que c'est une proposition digne d'être évaluée. Et la Colombie a dit, bon, nous avons davantage besoin de temps pour en débattre, davantage internement. C'était lors de la première réunion. Lors de la deuxième réunion, vers la fin de la semaine dernière, justement, la Colombie n'a plus rien dit, ce qui a été largement critiqué. Et il y a un grand mouvement, un grand brouhaha politique, pour ainsi dire. Il y a un grand mouvement politique, une commotion, et la presse, vu ce silence montré par la Colombie après la proposition de la Colombie, nous avons subi les conséquences et souffert énormément suite à la barrière de la propriété intellectuelle pour l'accès aux technologies en santé nécessaires. De son côté, l'Union européenne s'est opposée. Lors de la première réunion, l'Union européenne s'est opposée à la proposition. À l'occasion de la deuxième réunion, ils ont dit quelque chose qui est très intéressant et très symbolique d'ailleurs pour ceux qui envisageons le problème au sud global. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les flexibilités d'ADPIC, et je vais vous expliquer ce que cela veut dire, sont suffisantes. Elles sont dans le traité, ces flexibilités sont suffisantes et si nécessaire, nous allons les utiliser, nous allons nous en servir. Et pour l'Union européenne, ils ont dit, et moi, ce que j'adresse à l'Union européenne, moi, Carolina Gomez, je vous souhaite bonne chance lors de la délivrance de licence obligatoire. Et j'aimerais beaucoup que l'on puisse voir quelque chose du même type pendant que moi-même je serai vivante. C'est ce que je dis à l'Union européenne. Il y a des figures à l'intérieur du traité même. Ce traité, le corps, disons, l'ensemble de normes et
mène à disposition pour que les pays l'utilisent lorsqu'il s'agit de faire face à la sécurité alimentaire, à la santé. Ce sont des mesures adoptées pour dire, bon, il ne faut pas appliquer de manière stricte les monopoles générés par la propriété intellectuelle et il y a quelques exceptions. Peut-être, je dirais que l'exception la plus utilisée en santé publique, c'est justement la licence obligatoire. Les licences obligatoires sont une figure selon laquelle l'État peut, lui, permettre à un tiers, autoriser un tiers qui n'est pas le titulaire du brevet pour que l'invention brevetée soit reproduite. Nous parlons ici de médicaments, en l'occurrence, ou de ventilateurs mécaniques, par exemple, protégés par des brevets ou des parties, ou le vaccin lui-même. Alors, ces brevets sont un monopole légal que l'État a accordé, mais il y a des circonstances particulières qui permettraient à l'État même de dire, bon, nous devons revoir cette décision d'accorder le monopole, et même sans le consentement de titulaire du brevet, c'est-à-dire sans que le titulaire accorde sa permission. L'État peut dire, il y a une urgence qui justifie que je donne l'autorisation à des tiers de fabriquer des génériques ou des copies de cette invention qui a été brevetée. La Colombie a fait déjà 3 tentatives de licence obligatoire. Le premier cas a été celui de l'antirétroviral pour le VIH, le lopinavir ritonavir, dont la marque est le Caletra de laboratoire Abbott. Tout le processus a pris beaucoup de temps, de 2008 à 2013. Il s'agit de processus qui sont très politisés et qui sont menés au plus haut niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'en Colombie, cette discussion a eu lieu entre les ministres et le président de la République. Il ne s'agit pas d'une discussion technique. Bien sûr, il y a une composante technique, mais il s'agit d'une décision politique qui met beaucoup de pression politique et diplomatique sur le laboratoire. Non seulement le laboratoire qui a fabriqué le médicament, mais tous les laboratoires pharmaceutiques multinationaux dont le modèle d'affaires est basé sur les brevets. De même, les pays où ces laboratoires travaillent et ont des bureaux ou des fabriques, la pression est la même. Ensuite, je vous parle de notre médicament, l'imatinib, un médicament pour la leucémie. Le cas a été discuté de 2014 à 2016 et en ce moment, depuis 2015, il y a un processus de licence obligatoire ouvert pour les antiviraux d'action directe dont le Sovaldi, qui est un médicament qui guérit l'hépatite, mais qui a un prix ahurissant. Il a été lancé à $1000 par cachet et le traitement coûte environ $200 000 par personne. Les prix maintenant ont baissé étant donné que d'autres mesures ont été prises, par exemple l'ouverture des processus de licence obligatoire. Étant donné que les licences obligatoires ne doivent pas être conclues forcément, et c'est quelque chose qu'on a appris en Thaïlande, en Équateur, au Brésil, etc., et d'autres pays qui ont initié des processus de licence obligatoire. Les licences obligatoires ouvrent un espace de négociation avec l'industrie pharmaceutique pour réduire les prix, même si on n'arrive pas à un accord pour produire des génériques. En Colombie, aucun de ces cas n'a donné comme résultat une licence obligatoire. Aucun de ces cas. Il y a des cas qui ont déjà été complétés, celui de Caletra, par exemple, de Glivec, qui ont eu comme résultat le contrôle des prix de la manière la plus stricte possible par l'État. Mais aucun de ces cas n'a donné comme résultat une permission pour commercialiser des génériques.
Et pour conclure, je vais vous donner quelques détails quant au cas de l'hématinique de Glivec. Il s'agit d'un cas très intéressant. La volonté politique et au plus haut niveau et au niveau du ministre de la Santé était vraiment très ferme. Le ministre était convaincu en Colombie qu'il fallait avoir une licence obligatoire. Au début, le brevet par le Glivec a été refusé à Glivec. Et quand ce brevet a été refusé, alors toute la concurrence est entrée dans le marché des génériques. Et en Colombie, il y avait 3 fabricants qui fabriquaient des génériques similaires à l'imatinib. Novartis, par exemple, a mené le cas devant les tribunaux contre le bureau des brevets et finalement a gagné le cas. C'est-à-dire le Conseil d'État, à la fin d'un litige très long, a accordé le brevet à Novartis. À ce moment-là, Novartis, avec la décision des tribunaux, et a montré cette décision à la concurrence et a dit, bon, maintenant, c'est moi le propriétaire, je ne veux pas partager ce gâteau parce que c'est mon gâteau, c'est moi qui va le manger, et je vais vous porter devant les tribunaux si vous essayez d'avoir une part de marché. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'impact de la sortie des génériques pour le budget de la santé a été d'environ 30 milliards de pesos par an, ce qui signifiait la sortie des génériques du marché et Glivec dans le marché comme la seule possibilité ou le seul concurrent d'imatinib. Alors, il y a eu un processus qui a été vraiment un drame grec, une espèce de roman dans lequel le président de la République a été impliqué. Et je vous décris alors ce drame, ce roman, mais avant de le faire, je vais vous expliquer que le processus pour avoir ou pour donner une licence obligatoire en Colombie a 2 étapes. Tout d'abord, au ministère de la Santé ou au ministère impliqué, étant donné qu'il s'agit d'un processus qui peut, par exemple, être dans le domaine des télécommunications ou des armes, c'est-à-dire le ministère impliqué dans le cas commence le processus avec une déclaration d'intérêt public. Dans ce cas, nous parlons d'un médicament, c'est-à-dire que c'était le ministère de la Santé qui était impliqué. Ce ministère doit déclarer qu'il s'agit d'une question d'intérêt public. Une fois que cette déclaration a été faite par le ministère en question, c'est le bureau des brevets qui s'en occupe, c'est-à-dire notre organisme qui est chargé d'établir les conditions de la licence obligatoire, c'est-à-dire que ce bureau donne la permission pour que des tiers puissent reproduire cette invention et fait le calcul des redevances, étant donné que pour les licences obligatoires, selon les articles, même si l'État permet à des tiers de fabriquer ou de reproduire l'invention, il faut reconnaître une certaine compensation au titulaire du brevet, étant donné que le brevet est toujours en vigueur. Et il faut compenser le propriétaire avec une redevance et alors la licence obligatoire peut être octroyée. Quand le ministère de la Santé était sur le point de déclarer qu'il s'agissait d'une question d'intérêt public, il y a eu un long processus au sein du ministère de la Santé. Il y a eu un comité qui a recommandé au ministre de prendre cette décision. C'est-à-dire, comme je vous disais, cette question a été menée au plus haut niveau et c'est le ministre qui doit prendre la décision. En Colombie, le comité a recommandé au ministre de déclarer que le Glivec était une question d'intérêt public. Alors, c'est devenu d'intérêt public et le rapport aussi a été public, a été divulgué pour que les personnes intéressées puissent faire des commentaires. La presse lui a dit
Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez déclarer qu'il s'agit d'une question d'intérêt public ou non? Et le ministre a répondu, je vais suivre les conseils du comité, mais tout d'abord, je vais négocier cette question avec Novartis selon les recommandations du comité. Je vais négocier un prix et si on arrive à un prix raisonnable, alors c'est possible qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des génériques. On pourra faire des économies avec des prix plus abordables et ce serait le même résultat pour le système de santé. Parce que, je répète, c'était un coût pour le système de santé du pays. Le Québec n'est pas payé par les patients. Ce n'était pas pour favoriser les patients, c'était pour baisser les coûts du système de la santé qui fournissait ce médicament aux citoyens. Alors, il s'agissait de faire des économies et faire un usage optimal des ressources publiques. Le directeur du bureau des brevets et le ministre ont dit, si on n'arrive pas à un accord avec Novartis, nous allons déclarer qu'il s'agit d'un médicament d'intérêt public. Et le directeur du bureau a dit, il n'y aura pas de licence obligatoire dans ce pays tant que je serai le directeur du bureau des brevets. Le ministre de la Santé avait déjà fait des déclarations publiques et avait dit, si nous n'arrivons pas à un accord avec Novartis, alors je vais suivre les recommandations du comité. Alors, il y a eu un choc de train qui voyageait à haute vitesse. D'un côté, le bureau des brevets, de l'autre côté, le ministre de la Santé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment pouvons-nous arriver à une solution? A-t-on et alors on est arrivé à une réunion qui a été appelée la réunion de la mort subite avec le président. C'était une manière de résoudre les questions selon le président Juan Manuel Santos, qui était le président à l'époque. Quand il y avait une question de très haut niveau qui impliquait des membres de son cabinet qui n'étaient pas d'accord, alors il convoquait à une réunion de mort subite. Et là, le président disait, on fait ce que le ministre tel ou le ministre tel dit, et l'autre ministre était mort, entre guillemets. C'est-à-dire, c'était une décision, par exemple, semblable à un père qui doit décider de finir de finir une dispute entre ses enfants. Alors, dans ce cas, M. Robledo, qui était le directeur du bureau des brevets, et le ministre de la Santé ont reçu la directive de résoudre la question d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire, le président n'a pas pris de décision. Il leur a dit de résoudre la question entre eux et c'est une question qui est intéressante que je lis comme une sorte d'appui au ministre de la Santé. De son côté, le président a appelé le ministre et lui a dit, Alejandro, pourquoi tu ne vas pas négocier avec Novartis? C'est mieux, essaye de négocier avec eux et essaye de résoudre cette question avec Novartis. Et en effet, le ministre a demandé à Novartis de négocier, ce qui était aussi la recommandation du comité. Le ministre a dit, Novartis, on peut négocier le prix, mais on va le faire en public. On ne va pas faire de négociations privées ou secrètes. Et c'est ce que l'industrie veut et essaye de faire dans tous les cas. L'industrie ne veut pas qu'on sache quels sont les prix réels qui sont négociés et c'est une des distorsions les plus grandes du marché des produits pharmaceutiques, qu'on n'a pas accès aux informations concernant les prix réels des médicaments. Alors, le ministre a dit, on va négocier, mais non pas dans une sorte de bazar turc pour arriver à un point intermédiaire.
Nous allons suivre une méthodologie. Et le comité a recommandé au ministre de négocier un prix qui serait semblable à l'effet de la concurrence dans le prix du Glivec. Souvenez-vous que le Glivec avait déjà des concurrents en Colombie et ces prix avaient aussi un effet sur le prix du Glivec. Le prix est en train de baisser. Alors, le comité a dit, mettons un prix pour le Glivec qui soit similaire au prix causé par la concurrence. Et Novartis a dit, non merci, ça ne m'intéresse pas. On n'a aucun intérêt à négocier un prix avec vous. Au fond, Novartis voulait négocier, mais il voulait négocier d'une manière secrète et privée. Alors, pour négocier sans divulguer ce qu'il était en train de faire, ils ont eu recours aux accords d'investissement étrangers qui sont semblables à des traités internationaux entre les pays et qui ont des clauses pour protéger et donner des garanties juridiques aux investisseurs. Alors, ces accords ont des mécanismes de solution des différends qui sont en général les tribunaux d'arbitrage. Il s'agit de mécanismes de solution des différends qui ont une première phase où il y a des négociations entre le pays en question et la société, qui est secrète selon les dispositions du traité. Alors, Novartis a dit, bon, nous allons négocier avec le gouvernement, mais nous allons le faire en secret. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu une négociation secrète qui n'a eu aucun résultat. Le ministre de la Santé a dû dire que la négociation avait échoué et qu'il allait déclarer qu'il s'agissait donc d'une question d'intérêt public. Mais le président lui avait dit qu'il devait négocier la question avec le directeur du bureau des brevets, qui est une autorité en Colombie qui comprend le bureau des marques et des brevets et aussi le bureau de protection aux consommateurs et à la concurrence. C'est vraiment fou. L'autorité qui donne les monopoles est la même qui protège la concurrence dans le marché. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une structure institutionnelle qui est folle, mais c'est ainsi. Alors, le ministre de la Santé et le directeur du bureau de brevets, en fait, il s'appelle c'est la superintendance de l'industrie du commerce, et ils ont négocié qu'on allait faire cette déclaration d'intérêt public pour contrôler encore plus le prix du Glivec, qui était déjà soumis à un contrôle des prix, mais avec une nouvelle méthodologie qui allait refléter aussi le prix des génériques, étant donné qu'il fallait tenir compte non seulement du prix du Glivec dans le monde, mais aussi le prix des génériques. Alors, c'est ce qu'ils ont accordé et le directeur du bureau voulait que la résolution, c'est-à-dire cette action administrative, dise de manière expresse qu'il ne pouvait pas y avoir de licence obligatoire. On pouvait avoir seulement un contrôle de prix. Mais en fait, ce n'était pas une question légale, étant donné qu'il y avait un décret du président qui est celui qui réglemente tout le processus de licence obligatoire et qui établit qu'une fois que l'intérêt public a été déclaré, il y a un effet ipso jure, c'est-à-dire que cette question ne dépend plus du bureau d'industrie et de commerce. Il ne s'agit pas d'une question que le directeur du bureau peut décider. Il doit le faire.
de cette sorte. Et le décret devait dire il y aura seulement un contrôle de prix et non pas une licence obligatoire. C'est-à-dire que c'était vraiment une discussion interne et le ministre a fini par dénier cette demande qui aurait rendu l'action administrative illégale et finalement, il y a eu un contrôle des prix, un contrôle de la méthodologie. Il y a une action judiciaire qui a été initiée par Novartis, qui est encore en cours, et le prix le plus haut qu'on a payé, c'est que Novartis a amené cette question à la OCDE. La Colombie était sur le point d'accéder à l'OCDE et le président Juan Manuel Santos était obsédé par cette question, en plus des accords de paix avec la FARC. Mais il voulait entrer à l'OCDE. Donc, pour notre pays, pour le président, c'était un prix très haut à payer. Novartis, avec l'appui des États-Unis, même s'il s'agit d'une société suisse, et c'est curieux, mais ces questions de propriété intellectuelle unissent les laboratoires de partout dans le monde. Alors, Novartis, avec l'appui des États-Unis à travers le USDAI, a pu conditionner l'entrée de la Colombie à l'OCDE au processus de la licence obligatoire pour que dans cette question, il n'y eut plus jamais un contrôle des prix. C'est-à-dire que la solution qu'ils ont trouvée dans le cas du Glivec, c'était de maintenir le monopole, mais de faire un contrôle de prix strict dans notre système légal. Et l'industrie a dit, bon, si vous voulez faire une licence obligatoire, faites-le, mais ne me dites pas qu'il y aura en plus un contrôle des prix. Comme je vous ai expliqué, à la suite de l'effet ipso et la possibilité d'une licence obligatoire n'a jamais été fermée, mais le Bureau de l'industrie et du commerce n'a pas fait quoi que ce soit, elle n'a pas respecté les lois. Et ce qui était en train de pousser tout ce cas, une ONG très importante appelée IFARMA et une autre ONG ont décidé qu'ils ne pouvaient pas porter le cas devant les tribunaux contre le bureau des brevets. Ils n'en avaient pas les ressources, le brevet était sur le point d'expirer. Alors, pour le moment, voilà notre situation. Le prix du Glivex est contrôlé. Novartis a mené la question devant les tribunaux et mon message donc est, voyez ce qui s'est arrivé avec un seul médicament. Si ce que nous propose le Nord, c'est d'utiliser les flexibilités des APIC pour faire face à la pandémie cas par cas, parce que c'est ce qu'il faudrait faire si on profite des flexibilités de l'accord, alors il serait impossible d'avoir des licences obligatoires. Alors, je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Dr Gomez, pour cette intervention tout à fait éclairante sur les problématiques liées à l'octroi de licences obligatoires. Alors, pour faire écho à vos propos, nous allons maintenant entendre le docteur Amélie Favreau qui va nous présenter les règles applicables en France et en Europe en ces temps particulièrement troublés. Amélie, je te passe la parole.
Merci, chère Caroline, et bon dia, gracias por su invitation. Je ne pourrais pas aller plus loin en espagnol, mais je vous remercie sincèrement de votre intervention, de votre invitation, et puis j'ai beaucoup de plaisir à participer à cette conférence, donc un grand merci. Je vais partager mon écran, Caroline, c'est ça ? Oui, oui, Amélie, je t'en prie. Bon, je pense que c'est bon. Vous voyez l'écran? Merci. Donc, je vais effectivement intervenir sur le volet français et européen de ces aspects liés au brevet, à la concurrence et plus particulièrement dans ce contexte de pandémie et de crise sanitaire. Et puis, je vais commencer par une citation que j'aime particulièrement, qui est celle qu'avait utilisée Jean-Paul II à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Et il soulignait la nécessité pour certains biens d'avoir une forme d'hypothèque sociale. Alors, son discours était relatif aux ressources génétiques, au savoir traditionnel, au folklore, mais je pense qu'on peut tout à fait l'appliquer au sujet d'aujourd'hui sur les biens issus du domaine de la santé, sur les médicaments et sur les vaccins. Cette idée d'hypothèque sociale montre bien qu'il y a des objets qui doivent être grévés par la nécessité d'un usage commun, d'une accessibilité, qu'il existe une forme de créance sociale qui doit être donnée aux usagers ou au moins aux citoyens. Donc, c'est un sujet intéressant qui nous est proposé aujourd'hui et qui révèle, il me semble, toujours des grandes questions liées au brevet. Le brevet comme moteur d'une innovation socialement attendue, mais qui à la fois va assurer à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation, l'internationalité d'un besoin qui renvoie toujours à cette territorialité des titres, la course à la rentabilité des laboratoires, la fonction rémunératrice du brevet et en même temps l'application à un domaine de santé et donc la nécessité d'impacter de forts investissements pour trouver des solutions thérapeutiques et ici, la question du retour sur investissement à l'échelle mondiale qui peut sembler colossale. Et enfin, moi, je trouve que toutes ces questions peuvent être résumées dans un équilibre qui est toujours très difficile à trouver entre l'exclusivité et l'accessibilité que nécessite le domaine de la santé. Moi, j'y ai consacré une thèse et je pense que le sujet est loin d'être tari. Donc, je reviendrai sur ce sujet à travers deux axes qui sont assez traditionnels en propriété intellectuelle. Et je reviendrai tout d'abord sur la protection du titre et dans un second temps sur l'exploitation du titre. Alors, pourquoi je reviens sur la protection du titre? C'est pas commun lorsque l'on parle de brevets au croisement des questions de concurrence. Tout simplement parce que si on part du principe qu'il n'y a pas de délivrance de brevet, parce qu'il ne doit pas y avoir de délivrance de brevets dans certains domaines, notamment des domaines qui sont issus des produits de la nature, eh bien à ce moment-là ne se poseront pas les questions de licence d'office et de licence obligatoire. Donc ce premier aspect me paraît très très important. Alors, première question donc autour de la protection, et j'ai intitulé cette partie « Questions autour » parce que j'ai plus de questions que de réponses aujourd'hui. Je signale un article particulièrement intéressant de Thibaut Gisclard sur tous ces aspects scientifiques sur lesquels je ne reviendrai pas et qui me semblent essentiels pour comprendre cette crise sanitaire et les éléments liés au coronavirus. Parce que le coronavirus est une maladie un virus en l'occurrence, qui est apparu il y a très longtemps et qui mute
depuis de nombreuses années. On a eu SARS-CoV-1 en 2003, MERS-CoV en 2012 et puis maintenant on fait face à l'épidémie SARS-CoV-2 en 2020. Donc première question que je souhaite poser aujourd'hui, c'est existe-t-il des demandes de brevets qui sont déposées sur la matière vivante qui compose le coronavirus? Et la réponse est oui, il en existe. Il y en a qui ont été déposées en 2003 parce que tout simplement le virus a donné lieu à de nombreuses recherches, donc il est tout à fait normal que les entreprises se soient saisies du sujet. J'en ai retenu deux pour les citer, un brevet français et un brevet américain. Qui portent sur ces différents coronavirus. Alors, j'ai retenu ces deux exemples parce que je voulais soulever cette question de est-ce que ces brevets qui portent sur des éléments naturels, en l'occurrence, je ne rentrerai encore une fois pas dans le détail scientifique de ces brevets, mais qui portent sur des acides nucléiques et des protéines, est-ce qu'il est possible que l'objet de ces brevets n'entre pas dans la catégorie des inventions et donc ne puisse pas constituer une invention brevetable? En gros, sont-ils valables? Et finalement, on en revient à cette célèbre affaire Myriad Genetics, où le droit des brevets a été longtemps questionné lorsqu'il était appliqué aux biotechnologies. Et je ne vais pas du tout reprendre tous les épisodes de Myriad Genetics, mais en résumé, les demandes de brevets de Myriad Genetics devant l'USPTO et devant ses homologues australiens, européens, etc., étaient d'une telle portée qu'ils donnaient naissance à des brevets de blocage. Tous les éléments naturels, donc les acides nucléiques, les protéines, qui dérivaient des gènes BRCA1 et BRCA2, étaient revendiqués par la société Myriad. Dès lors, toutes les applications qui en découlaient, c'est-à-dire les applications diagnostiques, thérapeutiques, étaient couvertes par le brevet. On dit alors que le brevet a une forme de portée absolue qui se traduisait par le fait que toute patiente qui souhaitait un jour avoir un diagnostic ou qui était porteuse d'une mutation et qui voulait bénéficier de techniques de médecine personnalisées grâce à cette identification génétique de ces gènes prédictifs BRCA1, BRCA2, devait obligatoirement passer par les dispositifs issus de la société Myriad Genetics. Et même s'il existait au sein d'instituts comme l'Institut Pasteur, des entreprises privées, des universités, des solutions techniques qui étaient moins chères et parfois même plus efficaces. Donc ces brevets ont été longtemps considérés comme un frein majeur dans le domaine de la recherche médicale. Et je cite cet arrêt de 2013 parce qu'il a été un véritable tournant aux États-Unis. Donc, c'était une décision de la Chambre suprême, de la Cour suprême des États-Unis qui a mis fin à des années de pratiques libérales qui cautionnaient l'octroi de ces brevets, alors je vous l'ai dit, à portée absolue dans le domaine du vivant, qui était symbolisée par une affaire qu'on appelle l'affaire Chakrabarty, dans les années 80, où la Cour suprême, dans les années 80, posait un cadre très libéral où est potentiellement brevetable tout ce qui est fait par l'homme sous le soleil. Eh bien, la Cour suprême en 2013 est revenue, en citant cet arrêt de 1980, cette décision de 1980, est revenue sur ce principe, sur une demande de brevet qui concernait une bactérie génétiquement modifiée, en considérant que l'ADN existait naturellement dans la nature, qu'il s'agissait d'un produit de la nature et que de ce fait-là, il ne pouvait pas être brevetable, et même s'il avait fait l'objet s'il avait été isolé. Cette décision de la Cour suprême des États-Unis a été reprise en 2014 pour exclure y compris l'ADN de synthèse, donc a été reprise en 2014 aux États-Unis. Et a été reprise également en Australie pour aller plus loin, pour refuser des brevets portant sur de l'ADN complémentaire. Autrement dit, et en résumé, on ne saurait revendiquer le génome d'un virus puisqu'il est d'origine naturelle et on ne saurait avoir un monopole d'exploitation sur le génome même du virus.
Quid en France? Alors, la France n'a pas eu ce revirement jurisprudentiel, mais on a un cadre assez clair au niveau de l'Europe avec une directive de 98 où une découverte qui est mise en évidence par un phénomène physique ne peut être considérée comme l'objet d'un brevet, ne peut être considérée comme une invention, et le travail qui mène à cette découverte, aussi considérable soit-il et le résultat aussi prometteur soit-il, ne pourra pas donner lieu à un brevet. Ces dispositions ont été reprises dans l'article 611-10 lors de la transposition de la directive par les lois bioéthiques de 2008, avec un tempérament, in fine dans la disposition de l'article 111-10 sur le fait que les dispositions du petit 2 du présent article n'excluent pas la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne l'un de ces éléments considérés en tant que tel. Ce qui laisse quand même la place à des brevets dans la matière vivante et sur des produits naturels. Alors, donc, pour résumer, en droit français, on n'exclut pas ipso facto la brevetabilité des séquences d'acides nucléiques et de protéines. Il n'en reste pas moins que l'invention, même si elle fait partie du domaine brevetable, sera soumise aux critères de brevetabilité qu'on connaît bien en droit français, qui sont l'activité inventive, l'application industrielle et la nouveauté, et qui peuvent être à nouveau des cribles de passage de l'invention vers la protection au titre du brevet. Alors, quel impact, à notre sens, donc ces dispositions et l'application de ces dispositions est essentielle pour considérer l'impact de ces protections sur le droit des brevets, parce que très concrètement, si on accorde des brevets très larges et si on accorde des brevets sur des séquences d'acides nucléiques et de protéines de manière très large, eh bien, on impactera en matière de coronavirus, on impactera fortement sur les méthodes de diagnostic et puis même sur les traitements futurs. Alors très rapidement sur les méthodes de diagnostic, je citerai simplement la revendication 5 du brevet français que j'ai précité tout à l'heure. Alors revendication 5, c'est une revendication secondaire, mais il demeure. La méthode de détection d'un coronavirus associé au SRAS à partir d'un échantillon biologique, laquelle méthode est caractérisée en ce qu'elle comprend la mise en contact du dit échantillon biologique avec au moins un anticorps ou un fragment d'anticorps, une protéine, un peptide ou bien une puce ou un filtre à protéines, et la révélation par tout moyen approprié des complexes antigènes-anticorps formés en petit a. Ce qui signifie qu'il y a un lien très fort ici avec cette matière naturelle et que cette description et cette revendication peut être considérée comme relativement large. Et puis, un impact en termes de traitement futur. Alors là, il faut distinguer deux situations. Le développement de nouvelles molécules, de molécules sur mesure, ce qui ne devrait guère poser de difficultés en termes de droit des brevets parce qu'il n'y a pas forcément de brevets existants et que le principal facteur ou condition d'analyse sera ici la condition d'activité inventive. L'autre point, c'est le développement de molécules à partir d'anciennes molécules. Ici, une nouvelle demande de brevet portant sur une ancienne molécule, mais pour une nouvelle application thérapeutique, peut non seulement heurter la condition d'activité inventive, mais implique d'avoir mesuré en amont la dépendance qui peut exister avec le premier brevet. Et donc, c'est ce qui me conduit à vous présenter la seconde partie sur les questions autour de l'exploitation.
Et ces questions de dépendance entre les brevets ont un impact bien évident parce que lorsque l'entreprise va vouloir commercialiser cette seconde molécule qui a une seconde application thérapeutique et qui s'inscrit dans une dépendance par rapport à la première molécule et par rapport au premier brevet, eh bien, va nécessiter de conclure des licences pour pouvoir exploiter cette seconde molécule. Alors, en France, et puis sur un cadre très uniformisé par les ADPIC, tel que cela a été présenté tout à l'heure, ou même en Europe sur un cadre très harmonisé, il existe deux grands types de licences. Des licences obligatoires qui sont délivrées judiciairement et des licences d'office dans l'intérêt de la santé publique qui sont délivrées administrativement. Donc, je reviendrai sur ces deux principales licences. Alors, tout d'abord, la licence obligatoire de dépendance. Donc, c'est ce cas très précisément de seconde application thérapeutique. Le brevet est exploité dans un domaine d'application. Il est dépendant d'un autre brevet qu'on va appeler dominant. Cette seconde application thérapeutique, s'il n'y a pas de contrat de licence qui est conclu, peut constituer une contrefaçon. Donc, il va être nécessaire pour le détenteur du brevet dépendant de solliciter une licence. Selon où il en est dans le développement de cette molécule, les conditions économiques de cette licence, le coût de cette licence peut impacter de manière très forte l'exploitation et donc, in fine, le prix du traitement qui sera proposé. Le droit français admet ces licences obligatoires de dépendance à l'article L613-15 et permet aux titulaires d'un brevet atteint dans cette situation de dépendance et faisant face à une situation de blocage de solliciter de la part du juge l'octroi d'une licence. Alors, ces licences obligatoires, il faut comprendre qu'elles constituent quand même de sérieuses dérogations au droit fondamental du breveté qui devient réduit à un simple droit de récompense. Et ces licences obligatoires de dépendance doivent, à mon sens, être octroyées dans des conditions très strictes. L'AIPPI est revenu sur ces conditions, d'ailleurs, pour les souligner. D'une part, l'importance considérable de l'invention du brevet dépendant. Il faut également que le brevet dépendant ne peut en aucune autre manière être mis en œuvre sans la licence. Le versement d'une juste compensation au titulaire du brevet dominant. La licence ne peut être exclusive ni librement transférable, ce qui est logique. Et enfin, l'octroi d'une licence d'un brevet dépendant au brevet dominant si celui-ci le désire. Et il y a une condition qui est essentielle et qui est posée par l'article 613-15, c'est le fait que l'invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. En ce qui concerne les brevets sur le coronavirus et sur le SARS, les déposants pourront revendiquer essentiellement de nouvelles indications thérapeutiques ou de nouvelles combinaisons visant le SARS-CoV-2, par exemple. Ils risquent fortement, au risque des titres antérieurs, de se trouver dans cette situation de dépendance vis-à-vis de brevets antérieurs ou vis-à-vis de titres qui s'avéreraient dominants. Donc, on peut très bien imaginer que le juge français soit sollicité pour délivrer des licences obligatoires de dépendance. Sauf que ce que l'on peut remarquer actuellement, puisqu'on n'a pas de visibilité, ce que l'on peut remarquer actuellement, c'est un exemple du brevet Remdesivir et de la société Gilead. Cette société a développé une molécule connue sous le nom de Remdesivir pour lutter contre Ebola et cette même molécule sert également pour le coronavirus MERS-CoV. Elle détient donc une demande de brevet PCT qui désigne plus de 100 pays.
Ce qui s'est passé, c'est que l'Institut de virologie de Wuhan, dépendant de l'Académie chinoise des sciences, aurait déposé une demande de brevet sur l'utilisation du remdesivir pour le traitement du Covid-19. La société Gilead n'aurait jamais été approchée pour octroyer une éventuelle licence à cet institut chinois. Et dans ce contexte, on peut dire qu'il y a une véritable dépendance entre le brevet chinois et puis ce brevet antérieur, ce brevet dominant. Il demeure que la société a précisé qu'elle préférait, elle l'a précisé par communiqué, qu'elle se concentrait sur des essais cliniques et qu'elle n'avait pas l'intention de s'engager dans une bataille de brevets. D'autres États, je pense notamment le 17 mars 2020, le Parlement chilien a adopté à l'unanimité une résolution déclarant que l'épidémie mondiale de Covid-19 justifiait le recours à ces licences obligatoires, à l'accès aux vaccins, aux médicaments, etc. De la même manière, le Parlement canadien a voté une mesure similaire le 25 mars 2020. Concernant enfin les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique, alors le règlement européen de 2006 est très clair sur ces licences obligatoires pour la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique et mettant en œuvre l'Union européenne dans la décision du 30 août 2003 par l'OMC à la suite de la déclaration de Doha. Je ne vais pas revenir sur ces éléments, ils ont été très clairement et très précisément expliqués par Carolina précédemment. Simplement pour dire que le législateur a modifié les dispositions françaises aux articles L613-17, 16 et 17 du Code de la propriété intellectuelle. Simplement résumer deux mesures, d'une part, qui résultent de ces accords et de ces textes internationaux. D'une part, l'importation, la commercialisation ou la distribution des produits en cause sous réserve qu'un besoin existe, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'un brevet soit en vigueur dans son territoire peut donner lieu à une licence d'office dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la santé publique. Et autre point, un laboratoire demande ou obtient une licence obligatoire, cette fois-ci, pour la fabrication et l'exportation de médicaments. Donc, ce nouveau système n'a été utilisé qu'une fois jusqu'à présent, parce qu'il est particulièrement complexe. Jusqu'à présent, la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique était envisagée plutôt comme une faveur aux pays en voie de développement ou aux pays les moins développés, ça a déjà été souligné. Actuellement, la pandémie de Covid-19 peut raviver l'application de ces licences d'office dans l'intérêt de la santé publique. Et je souhaite souligner ici que l'article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle prévoit in fine ces situations d'urgence lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou, cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable. Et l'article L613-17 porte sur la mise en œuvre. Il existe différentes conditions de fond et différentes conditions de forme à la mise en œuvre administrative de ces licences. Je ne reviendrai que sur une condition de fond. Il faut bien évidemment que la licence d'office est applicable qu'en cas où il y a une insuffisance quantitative ou qualitative ou une insuffisance de prix anormalement élevée ou bien des pratiques anticoncurrentielles. Donc, il semblerait que la pandémie de Covid-19 entre dans au moins une de ces différentes conditions de fond, mais rien n'interdit non plus de penser que la mise à disposition de différents produits nécessaires à la santé publique puisse être satisfaite par des importations.
j'ai 2-3 questions finales sur ces licences, la mise en œuvre même de ces licences d'office. Je m'interroge sur la possibilité d'un vaccin qui mobiliserait plusieurs brevets et donc la possibilité d'avoir plusieurs licences d'office pour un même vaccin. Donc ça, c'est une première question qui restera à étudier éventuellement. Et il faut également regarder que cette disposition sur les licences d'office dans l'intérêt de sa santé publique ne s'applique pas aux demandes de brevets. Donc, il faudra quand même un certain temps, il me semble, avant de pouvoir les mettre en œuvre, que le brevet soit délivré, parce que pour l'instant, ce ne sont que des demandes de brevets et non encore des brevets délivrés. Simplement pour souligner que le Parlement français a adopté un article 2 introduisant dans le Code de la santé publique ces dispositions exceptionnelles. Il semblerait donc, à travers ces différentes dispositions et ces quelques questions qui restent en suspens, mais je pense qu'elles seront rapidement dénouées, que l'hypothèque sociale dont je parlais en introduction, en période pandémique, est en train de se mettre en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Amélie. Merci à toutes les deux pour ces exposés très, très riches, très intéressants. Alors, nous avons un petit peu dépassé le temps. Je pense qu'on a le temps pour une question, peut-être, sous réserve de ce que diront mes collègues. Et je vois qu'on a une question qui est intéressante, justement, qui est posée dans la fenêtre de chat. Alors, je me propose de la relayer. Et ça concerne précisément ce sur quoi, Amélie, tu as terminé ta présentation. Alors, je vais vous poser la question à toutes deux, peut-être en commençant par Amélie. La question porte justement sur cette nouvelle disposition qui a été introduite dans le Code de la santé publique en France par la loi sur l'état d'urgence sanitaire et qui permet notamment qui permet au ministre en charge de la santé de prendre toute mesure permettant la mise à disposition des médicaments appropriés, notamment par la voie de réquisition. La question est, est-ce que c'est un dispositif d'abord utile, et puis est-il plus approprié, plus efficace? Est-ce que c'est une bonne façon pour passer outre peut-être les difficultés liées à l'octroi de licences forcées, licences d'office? Alors, Amélie, je vais te demander ton opinion par rapport au dispositif classique qu'on a dans le Code de la propriété intellectuelle. Et puis ensuite, peut-être que je demanderai au docteur Gomez si, voilà, d'un point de vue extérieur, est-ce que ça peut être une solution intéressante pour pallier justement les difficultés que vous avez décrites? Alors, Amélie. Donc, c'est une question sur laquelle, cette question des réquisitions, je ne peux pas me prononcer sur le fond, c'est-à-dire dire si elles sont opportunes ou si elles ne sont pas opportunes. Toutefois, je peux dire que ces réquisitions pallieront les éventuelles insuffisances quantitatives de médicaments ou de biens de santé publique qui pourraient éventuellement avoir lieu et donc ne justifieraient plus l'octroi de licences d'office dans l'intérêt de la santé publique. Après, je ne peux pas me prononcer sur l'opportunité de ces réquisitions, je n'ai pas la compétence pour pouvoir le dire. Mais ça permettrait de lever cette condition de fond qui est indispensable pour les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique. Merci Amélie. Docteur Gomez, est-ce que d'après votre expérience, ça pourrait être une inspiration? Est-ce que la règle pourrait éventuellement constituer un modèle utile? Sí, definitivamente yo creo que sí es mucho. Oui, tout à fait. Je crois qu'une approche de ce type, une approche générale est bien plus utile, différente de cas pour cas. Au Canada, en ce moment, on a établi des lois semblables, c'est-à-dire une sorte de licence obligatoire automatique, que dire vite, soyons agiles, il ne faut pas
entrer dans un processus aussi long que le processus colombien. La Colombie essayait de le faire timidement d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'il y a eu un changement. Le changement de gouvernement a entraîné des relations différentes avec les sociétés pharmaceutiques. Il y a davantage de timidité de la part de ce gouvernement pour aborder ou pour prendre ce type de mesures. Ces dispositions semblables, une disposition semblable adoptée ici, pourrait-on dire, enfin semblable, mais bien plus timide, et qui a été d'ailleurs déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, non pas du point de vue du fond, mais parce que c'est dans le cadre d'un décret d'urgence délivré pour faire face à la pandémie. Et le président, en l'occurrence, a reçu des fonctions législatives et cela a entraîné une révision postérieure de la part du Conseil constitutionnel. Et au moment de la révision, ils ont considéré que les conditions de forme n'avaient pas été satisfaites, d'où qu'il a été éliminé, cette disposition. Toutefois, je crois, comment vous dire, le débat en Europe est quelque part, disons, derrière ce que nous avons déjà dans les pays du Sud global, nous avons eu au Sud-Est asiatique, en Amérique latine. En fait, vous commencez à peine à voir comment rendre opérationnel et comment mettre en place de manière plus flexible ces concessions. Et ici, nous le faisons depuis des années. Notre expérience nous montre que c'est très difficile. Si la pandémie ne nous mène pas à réfléchir en profondeur sur le modèle d'innovation sanitaire, et là où il faut dire que nous sommes entièrement dépendants de sociétés privées, un petit nombre de sociétés privées du monde, et si les pays en pleine pandémie, comment vous dire, la Colombie voit des gens qui ne peuvent pas être soumis aux tests pour la COVID, on ne peut rien faire, on ne peut pas continuer de la sorte, et c'est un débat, faut-il le dire, de longue haleine, mais il faut, au cours de route, prendre des décisions pour voir si à l'intérieur du système que nous avons actuellement, on peut agir. Mais vraiment, j'invite à une réflexion bien plus en profondeur concernant le modèle d'innovation et quant au rôle de la propriété individuelle dans le cadre d'un modèle d'innovation amélioré. Je vous remercie pour cette réponse intéressante. Effectivement, ce sont des pistes de réflexion tout à fait stimulantes et je pense que les expériences comparées, enfin le point de vue comparé, je pense, est toujours utile. Alors, je vais peut-être me tourner vers Ephraïm qui m'indique que nous avons une autre question qui est formulée alors, sur le chat. Ephraïm se propose peut-être de la relayer, si vous voulez bien, elle est en espagnol. Voilà. Bueno, la pregunta la hace el profesor Carlos. La question est posée par M. Carlos Conde, professeur, qui dit: est-ce que vous estimez que des actions unilatérales de sociétés comme AstraZeneca, Gilead, dans le sens de vendre à prix de coût le vaccin pour la COVID-19 ou d'établir des licences volontaires non exclusives pour les génériques comme pour le Remdesivir sont de meilleures solutions pour faciliter l'accès comparativement à accéder à des processus bien plus longs que seraient les licences d'office ou les licences obligatoires? C'est une question assez longue, n'est-ce pas? Qui veut répondre? Eh bien, moi, je peux faire un premier rapport. Oui, naturellement, c'est mieux que rien, cette solution. Mais ce qui se passe, c'est que nous dépendons complètement, entièrement de la volonté des sociétés. En fait, nous vendons au prix de revient. Mais alors, quel est le prix de revient? Il y a une opacité complète quant au coût de revient. On ne les connaît pas. Nous dépendons donc de la bonne voie. Il faut croire ce que disent ces sociétés-là. En quelque sorte, au fil de l'histoire, nous avons vu, du moins lors de la pandémie de l'épidémie H1N1, eh bien, Roche, de manière délibérée, a dissimulé des informations techniques concernant le Tamiflu. Donc, ils se sont créés une réputation qui mène à ce que l'on perde la confiance. Mais évidemment, dans le cas de Remdesivir, Gilead a accordé des licences volontaires pour certains pays, là où il n'y a pas un marché qui l'intéresse. Par exemple, pour la
la Colombie. La Colombie n'entre pas dans le paquet de licences volontaires données par GIGAD. Et en fait, dans ces accords de licence, il interdit à ces fabricants de génériques de vendre aux pays qui, comme le cas de la Colombie. Et alors, on est vraiment de tous côtés, on ne peut pas faire, on ne peut pas agir. Comment nous faire le générique? Dans notre situation, s'il y a eu des accords avec Gilead qui leur interdit de nous en vendre. Donc, notre cas est compliqué. C'est donc un moyen quelque part pervers de se laver les mains de la part de ces sociétés. C'est vraiment mieux que rien, mais cela ne suffit pas et il ne faut pas renoncer donc au pouvoir que peuvent avoir éventuellement les gouvernements. Je partage l'analyse qui a été faite par Carolina sur la question du prix, notamment parce que cette question du prix est difficile à déterminer et effectivement, on est dépendant à la fois du bon vouloir, le fait de porter à la connaissance cette question du prix, mais on est dépendant également parce qu'on voit que de nombreuses solutions scientifiques sont apportées aujourd'hui au vaccin et ne reposent pas sur un principe unique de traitement et une même solution scientifique. Et donc, on voit aussi qu'il y a des variations de coûts dans les solutions qui sont proposées. Donc, là, c'est mieux que rien, comme disait Carolina tout à l'heure, et c'est effectivement mieux que rien. Mais tout reste à faire et voir un petit peu ce qui est proposé sur le marché aussi. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Alors, je vois qu'on a encore une ou deux autres questions, mais on me fait signe que malheureusement, nous n'avons plus le temps. Ce que je vous propose, on va noter toutes les questions. On a l'énoncé des questions à la fois dans les fenêtres de questions et dans le chat. Et puis, on se propose éventuellement de vous mettre en contact. Ensuite, je m'adresse aux participants avec nos intervenantes pour poursuivre la discussion. De toute façon, ceci n'est qu'une première étape, vous l'avez compris. Et Codifree a des ambitions les discussions seront de toute façon poursuivies. Alors, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette séance. Et avant de la conclure, eh bien, je voudrais remercier à nouveau très, très chaleureusement nos deux intervenantes pour leur présence et puis pour leurs brillantes interventions. Merci beaucoup, mesdames. Je remercie aussi très rapidement mes co-organisateurs, Léo Dazon de Codifree, Fabrice Gallia également pour Codifree, Daniel Scott Algara de l'Institut Pasteur. Je remercie la brillante équipe communication, Aline et Charlotte de Bruyne, Aline Brie, et puis bien sûr, remerciement tout particulier à Efraïn Fandinho Lopez qui a été l'initiateur, l'animateur, le maître de séance de ces webinaires. Merci également à nos brillantes interprètes. C'est toujours très agréable de pouvoir compter sur une traduction aussi efficace et aussi fiable. Un grand merci à vous et puis merci à tous nos participants, à notre public. Nous restons à votre disposition. Je crois, Fabrice, on a les coordonnées des participants. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e séance. Vous avez vu, je crois, le lien pour les inscriptions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, on sera ravis de poursuivre les discussions et de vous rejoindre la semaine prochaine, même plateforme, même horaire. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, en tout cas. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.